Bonjour. Remettons les pendules à l'heure. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des enfants surdoués et aussi également donc le syndrome d'Asperger. Alors pour démarrer cette discussion, donc vous voyez dans la fenêtre une ouverture donc sur une vidéo qui est faite dans la bulle féconde au sujet d'un surdoué, William James Seeley, et dont certains, donc vous trouvez ça, vous le retrouverez aussi sur Wikipédia, posaient la question donc s'il n'avait pas un syndrome d'Asperger. Alors nous allons voir ça pour quelle raison. Voilà. Donc, ce William James Seeley, il est né en 1898 à New York. Il est mort en 44, donc il devait avoir 47 ans par là. Donc il est considéré donc comme un enfant prodige américain. Exceptionnellement doué pour les mathématiques et les langues, il fut d'abord renommé pour sa précocité intellectuelle, puis pour son extransigité, suivant les critères de l'époque. Et en fait, donc, malgré que ce soit un enfant qui a eu un parcours tout à fait extraordinaire, puisque vous retrouverez aussi bien que dans l'émission que dans Wikipédia, qu'à 8 ans et demi, il lisait le New York Times, qu'à 9 ans, son père voulait le faire rentrer donc à Harvard, et il est rentré, je crois, à 11 ans, et donc il a eu, bon, ça, il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres enfants, donc son baccalauréat à 16 ans. Mais donc, il était tellement doué qu'il aurait été capable donc, de donner même des cours à ses professeurs. Il a eu surtout une méthode d'apprentissage dans l'enfance très particulière, puisqu'il n'a pas été scolarisé. Euh, c'est, il a été donc éduqué par son père, qui n'appréciait pas les méthodes donc traditionnelles de l'époque et qui pensait que justement l'éducation suivant le monde d'enseignement pouvait développer l'intelligence. Donc lui, il y attribuait donc à sa méthode à une époque, je vous rappelle donc où nous sommes toute cette période qui va aller donc vers la euh, des années 1900 jusqu'au malheureusement le nazisme, l'idée que l'intelligence est génétique, uniquement génétique, on accorde peu d'importance aux méthodes d'apprentissage et que donc la scolarisation, elle a surtout pour but la sociabilisation des enfants, d'en faire des bons citoyens. Et donc, on va voir qu'effectivement, au point de vue sociabilité, on le présente comme un associable, mais en fait, nous allons voir là par la suite que c'est pas tout à fait le cas. Il a plutôt été victime de d'harcèlement du fait de sa situation particulière. Donc, vous voyez, donc déjà, donc son père, Boris Sidi, avait émigré en 1887 pour échapper à la persécution politique. Boris, donc le père, obtient son diplôme à l'université de Harvard et y enseigne la psychologie. Il est aussi psychiatre, publie de nombreux livres et articles ouvrant la voie à la psychopathologie. Donc effectivement, prise en charge de l'enfance, il doit avoir des idées bien précises sur le sujet. Sa mère, Sarah, donc il aurait même, je fais une petite parenthèse, utilisé l'hypnose. Donc dans l'hypnose, je pense qu'on augmente massivement c'est les capacités de mémorisation. Donc effectivement, mémoriser beaucoup de choses va vous aider dans l'apprentissage, mais cela ne remplace pas effectivement les capacités d'analyse qui peuvent découler des expériences de la vie. Donc sa mère Sarah donc et sa famille ont fui les pogroms qui avaient lieu donc puisqu'ils venaient d'Ukraine et elle fréquente elle aussi l'université de Boston. Donc, et ce petit garçon, donc, on lui donne le prénom de William, qui est le prénom de son parrain. Alors, on précise parce que le psychologue William James est aussi quelqu'un, donc, qui est
un psychologue qui a été très connu, dont les écrits ont quand même marqué. Alors, comme vous voyez, donc Boris est polyglotte, donc le père parle plusieurs langues, on parle de 25 langues, donc le fils, idem. Euh, à l'âge de 4 ans, on vous dit qu'il étudie le latin. Bon, c'est un peu comme Mozart, mais dans un autre domaine, quoi. Donc, ses premières... Alors, l'histoire du QI, on y reviendra plus tard, ça a peut-être bien été exagéré. Donc, effectivement, comme lui, il a des relations professeur-élève, on lui enseigne. Quand il est pas, il a, euh, son l'évolution aussi d'un enfant se fait de par ses interactions, de par sa formation d'une identité sociale au sein d'un groupe. Donc lui, il va avoir une relation telle la seule qu'il connaisse, d'enseignant à élève. On lui enseigne, donc lui, il va vouloir un peu faire le professeur à ses petits camarades, et on comprend que ça se passe pas très bien, et que donc en retour, l'enfant savant, eh bien, il soit l'objet de moqueries, de méchanceté. Donc à 8 ans, donc il parlait 8 langues, le français, l'allemand, le russe, le grec, le latin, l'hébreu, l'arménien, le turc. À 7 ans, donc il réussit un examen sur l'anatomie, on sait pas trop quoi, et on voit qu'il a des idées, en somme, en avance sur son temps. Il invente un langage, le Vendergood, ce qui nous donne aussi, donc, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, hein, l'auteur, l'écrivain qui a écrit ceci, a inventé aussi un langage. Donc, on voit qu'il a des idées dans différents domaines qui vont être reprises par d'autres célébrités. De même que il va y avoir un scientifique au niveau de cosmologie, plus loin, enfin on verra, qui en fait s'est aperçu que euh, William Sidney avait, bien qu'ayant quitté la faculté, poursuivi par lui-même ses recherches, et que donc tous deux, avec un certain décalage, étaient arrivés aux mêmes conclusions, euh, lui à l'université et William Sidney tout seul dans son coin. Donc, vous voyez, donc c'est toujours la même chose, série d'incidents malheureux. Donc, il abandonne les études de mathématiques, il va s'orienter vers les études du droit, qu'il abandonne à son tour. Et donc, les autres élèves se moquent de lui, tout ça. Donc, on peut penser qu'il a une difficulté, effectivement, d'insertion. Mais en fait, il n'est pas du tout associable parce que on peut voir aussi ces sujets de préoccupation. Donc là, sur un autre site, donc voilà ces renseignements. Le site, il faut peut-être que je vous le donne. Stringfixer.com. Donc, bien que l'université, donc oui, alors là on vous parle, donc son père voulait déjà le faire rentrer à 9 ans, donc on voit qu'il est vraiment poussé par la famille. Hein. Euh, mais donc il est capable de donner très jeune des conférences, donc il a une maîtrise du langage. Hein. C'est pas quelqu'un qui donc, souvent dans les syndromes d'Asperger, ont des difficultés avec le langage. Et puis surtout, donc il va abandonner les mathématiques. Il va abandonner ses études de droit en 1919. Mais lorsque plus tard, donc là on fait un grand saut, à 47 ans, on va le retrouver comme son père, il va mourir d'une hémorragie cérébrale.
Et la seule chose qu'on va retrouver chez lui sur ses murs, ça sera la photo d'une femme, parce qu'il avait dit qu'il aimait pas les femmes, mais en fait c'était surtout donc un intellectuel, quelqu'un qui était habité par une vie même spirituelle importante, un peu comme les moines si on peut dire. Mais il avait tout de même une idole féminine, cette Martha Follet. Voilà. Donc Martha Follet, donc qui était une rédactrice, un auteur, un peu journaliste, etc. Mais surtout, c'est son rôle en tant que suffragette et socialiste, donc qui ont fait que son nom a été retenu dans l'histoire. Donc elle a participé à la manifestation des suffragettes qui a confronté le président Wilson lors de sa visite à Boston le 24 février 1919. Et vous voyez, c'est cette même année, donc William James CD va être arrêté, menacé de prison, de 2 ans de prison, que ses parents vont lui éviter en proposant donc de l'interner. En fait, bon, ils vont le garder simplement dans leur sanatorium, tout ça. Mais son père va le menacer que s'il se range pas, c'était la méthode du temps, en ce temps-là, il allait se retrouver interné en psychiatrie. Hein. Donc, il faut voir, je fais une petite parenthèse, toujours, la psychiatrie, donc, qui va à l'encontre des gens qui veulent changer les règles au sein de leur société. Donc, si je devais comparer ce William James CD, ben, c'est une sorte de petit Jésus, un surdoué dans l'enfance. Il pouvait faire une carrière de mathématicien ou d'autres domaines dans lesquels il était très doué. Il était donc apparemment il avait aucune difficulté en aucun domaine, y compris dans ce qui était littéraire, l'apprentissage des langues, etc. Mais non, il va décider donc de faire de la politique. Et il va donc en 1919 vouloir monter un groupe, imaginez donc, de communistes avec donc des jeunes de son âge. Et donc il veut être leader politique. Il va faire un peu d'agitation, vouloir parler en public, etc. Et c'est comme ça. Donc pour juguler les cornets de la bourgeoisie, quelqu'un qui sort des rangs, que ça soit, on a l'exemple des filles qui se marient en dehors de leur cercle, là un jeune homme qui s'intéresse aux communistes alors qu'il est d'une famille bourgeoise, et des parents que s'ils l'ont poussé, c'est certainement pas pour qu'il devienne un leader des masses, mais bien au contraire pour qu'il grimpe les échelles de la société, hein. Surtout quand on sait que ce sont des gens d'origine juive conduits à subir des pogroms, des persécutions et qu'ils entendent bien être dans une position solide au sein de la société. Et le vilain petit canard, eh bien on l'élimine. On retrouve ça également avec la sœur à Kennedy. Si ses frères avaient des aventures, ça il n'en était pas de même pour les filles. Et donc à cette époque-là, donc on n'hésitait pas carrément à faire une intervention sur le cerveau, hein, sous prétexte de rigidité, etc. Et la pauvre enfant en est restée complètement handicapée et avec un handicap à la fois mental et physique et a passé la fin de ses jours internée. Alors que de nos jours, on aurait dit qu'elle était un petit peu caractérielle. Mais ce sont précisément des gens qui sont extrêmes, qui font bouger une société, qui la font remettre en question. Et des personnes qui sont hors des clous à une époque, eh bien, à une autre époque, finalement, c'est plus ou moins la norme. Donc, cette évolution par des sujets hors normes, la psychiatrie, finalement, elle est un peu comme la religion. Elle consolide comment dire, les cadres sociaux et empêche une société, donc, d'avancer. Donc, vous voyez, on vous précise qu'avant de se marier, cette fameuse Martha Follet était une compagne de l'ancien enfant prodige nommé William James CD et l'objet de son amour non partagé. Donc, je crois que
on a surtout une histoire, bon, un enfant qui est très seul, il est élevé que, euh, il est pas scolarisé, il est un peu, son père alerte constamment les journaux chaque fois que son fils est capable d'une prouesse. L'enfant, on sait que l'enfant ne le supporte absolument pas. À un moment donné, plus tard, il voudra vivre une vie dans l'anonymat le plus complet. Euh, et donc, il se sent peut-être un peu exploité par ses parents, d'où peut-être son intérêt pour ceux également qui manifestent, font de la politique parce qu'ils sont des exploités de la société. Et là, donc, la seule personne avec qui il pensait être en harmonie, eh bien, finalement, ça va pas marcher. Elle le rejette, elle va se marier et finalement, on a l'impression qu'elle sera en juin, puisque ensuite, elle écrit des fictions, elle est mariée, elle a un fils, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Elle se passionne pour la littérature, etc. Mais ça va pas être le cas, donc, de William James Sidney. Alors, donc, pour terminer, on va voir qu'il y avait peut-être aussi quand même un peu d'exagération. Alors quand même, bon, d'abord, voyons quand même ce qu'il a réalisé. Donc voilà une citation donc d'un d'un chercheur aussi de Harvard. Euh, donc il a écrit une publication qui est passée totalement inaperçue, l'animé et l'inanimé. Je pense que le fait d'avoir passé par la case communiste a dû le mettre hors circuit et que par la suite, eh bien, les portes se sont fermées. Donc ça peut expliquer son échec. À toute fin utile, la théorie de Sidi, au moment de sa publication, était ignorée, seulement pour être trouvée dans un grenier en 1979. Lors de cette découverte, Buckminster Fuller, qui est un camarade de classe de William James Sidi, a déclaré ce qui suit en ce qui concerne l'animé et l'inanimé. Imaginez mon excitation et ma joie de recevoir ce xérox du livre de 1925 de Sidi, dans lequel il prédit clairement le trou noir. En fait, je trouve que tout son livre, The Animate and Inanimate, est une belle pièce cosmologique. Je le trouve concentré sur les mêmes sujets qui me passionnent et arrive à peu près aux mêmes conclusions que celles que j'ai publiées dans Synergie et que je publierai dans Synergie volume 2, qui est déjà sous presse. En tant qu'homme de Harvard d'une génération plus tard, j'espère que vous serez aussi excités que moi par cette découverte que Sidi a continué après l'université pour faire la pensée et l'écriture les plus magnifiques, signé donc Buckminster Fuller. En dessous, vous voyez la Vandrebonne, sa fameuse langue qu'il invente, comme comme le fera plus tard le Seigneur des Anneaux, l'auteur du Seigneur des Anneaux. J'ai oublié le nom. Donc, nous allons voir maintenant un petit peu pour ce qui est des... Alors, on voit qu'il s'intéresse beaucoup aux autres. Il a absolument pas le profil Asperger, hein. Il a écrit sur les tribus et les États, c'est-à-dire décrire l'histoire des Amérindiens en se concentrant principalement sur les tribus du Nord-Est, et se poursuivant jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il a été écrit vers 1935, mais n'a jamais été publié, faute d'achèvement au moment de la mort de Sidi. Sidi a écrit l'histoire sous le pseudonyme, donc vous voyez, c'est vraiment pas quelqu'un qui avait peur après des conséquences de ses actes, puisqu'il a été traumatisé donc par cette arrestation. Par la suite, tout ce qu'il fait, il le fait sous un pseudonyme. Donc une grande partie du sujet du livre est centrée sur l'influence des Amérindiens sur les Européens migrants et l'effet des Amérindiens sur la formation des États-Unis. Il décrit l'origine des fédérations qui devaient être un événement important pour les pères fondateurs.
Donc après sa mort, Elena Sidi affirmait que son frère avait un QI rapporté dans le livre Psychologie 1 en 1946 comme le plus élevé jamais obtenu. Mais des auteurs ultérieurs ont découvert que certains de ses biographes, tels que Amy Wallace, a exagéré à quel point son QI est élevé, et exactement ce que Spirine avait prétendu. Donc, on a parlé d'un QI entre 230, 50 et 300. Euh, alors que, bon, si vous lisez cet article, vous verrez que pour certains, c'était pas son score de QI, mais simplement le nombre de 254, qui était son nombre qui correspondait au numéro du candidat, quoi. Son placement sur la liste. Euh, Mais donc, par contre, inversement, ceux qui vous disent, bah oui, c'est un génie précoce, il a attaqué, donc je crois qu'il a perdu, puis après il a peut-être, on lui a redonné raison. Euh, un journal, je sais pas si c'est pas le New York Times, qui le traînait dans la boue en disant que c'était un enfant prodige qui maintenant faisait plus rien, qui était plus capable de faire ce qu'il avait fait, etc., et qui se moquait de lui. Mais en fait, on voit qu'il a continué d'écrire et que ce qu'il a fait, ses idées, que ce soit la nouvelle langue, que ce soit, vous voyez, les tribus et les États, son essai sur l'histoire des Amérindiens, que ce soit la cosmologie, que ce soit encore, attendez, on va voir la suite là. Donc, la vie et le travail de Sidi, en particulier ses idées sur les Amérindiens, sont largement discutées dans le livre de Robert Pirsig. Donc, vous voyez de même que sa scomologie a été discutée par d'autres. Euh, donc, vous voyez, on vous met aussi qu'il a été écrit avec dérision dans le New York Times, effectivement, comme le résultat merveilleusement réussi d'une expérience scientifique de forçage. Donc, c'est faux. Il a continué à produire, mais simplement, je pense, du fait de s'être engagé aux côtés des communistes, d'ailleurs, euh, il a simplement, c'était d'ailleurs comme Jésus, hein, c'est un Messie qui n'a pas été reçu par les hommes de son temps, c'est tout. Euh, et puis, donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le problème n'est pas dans le mode éducatif qui développe l'intelligence. Le problème est qu'il ne faut pas que l'enfant soit seul, de même que l'adulte d'ailleurs, hein. C'est le principe même de notre croyance en Dieu. Je m'explique. On vous dit, d'ailleurs, Jésus vous dit, Dieu est esprit. Donc, quand vous participez d'une communauté, vous participez d'un esprit collectif et vous avez besoin de cette connexion. Vous faites évoluer l'idée de Dieu, l'idée de, comment dire, de la pensée collective, et inversement, la pensée collective vous aide à évoluer dans votre propre vie individuelle. Donc, s'il manque ce facteur affectif, s'il manque ce facteur sociologique, eh bien, vous restez bloqué sur certains points. Vous ne pouvez pas passer. Donc là, le plus dommageable pour lui, c'est qu'il soit pas marié, qu'il n'ait pas transmis aussi à sa descendance son héritage génétique. Parce que chez l'animal, eh ben, l'instinct de l'animal, avant tout, c'est ça. C'est de mettre toutes les chances, d'optimiser les chances de son côté pour pouvoir au mieux se reproduire et que ça, comment dire, que ces rejetons puissent survivre. Donc, on a perdu cet instinct, perdu cet aspect intemporel. Donc, nous sommes à un moment donné du temps présent, nous sommes là pour faire évoluer le temps présent, mais ça a un sens que dans la mesure qu'on transmet, évidemment chez l'homme, on peut transmettre dans la société ou dans les générations quoi qui suivent.
Donc il y a manqué cette dimension-là, précisément parce que pour passer de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, eh bien ça se fait au sein d'un groupe identitaire. D'ailleurs, autrefois, vous passiez de l'enfance à 14 ans à l'âge adulte. Hein, il n'y avait pas cette dimension-là de l'adolescence, qui est entre les deux. Donc, ça montre bien que l'évolution d'une société, la complexité de la vie adulte a nécessité une étape. Donc, la société a même changé également notre conception de l'évolution de l'individu. Donc, pour ce qui est d'Asperger, eh bien, on pourrait étendre cet exemple, c'est-à-dire que soit vous avez effectivement des gens qui ont des atteintes neurologiques qui peuvent donner de véritables syndromes d'Asperger et qui vont avoir des difficultés à avoir ces connexions, si vous voulez, qu'on pourrait peut-être presque de l'ordre télépathique. Je prends un exemple, si vous marchez derrière quelqu'un, vous fixez à la base de sa nuque, la personne se sent observée, elle se retourne. Ce qui prouve bien qu'il y a des communications en dehors du langage verbal. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont des prémonitions aussi, qui sentent qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un de proche. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est un peu impalpable. Donc, on peut considérer que quelqu'un neurologiquement ne puisse rien, ait un problème au niveau neurologique qui l'impacte au niveau de sa communication, qu'elle soit télépathique ou d'ordre verbal. Et dans les pseudo-syndromes d'Asperger, en fait, on a simplement le trouble d'ordre social, c'est-à-dire qu'on a un individu n'évolue pas au sein du groupe qui lui convient. C'est-à-dire qu'un enfant surdoué doit évoluer au sein d'un groupe d'enfants surdoués. De même que vous pouvez avoir des enfants qui vont avoir un accident de parcours, une maladie, un traumatisme, un choc psychologique, ils peuvent être bloqués à un moment donné. Ce qui n'empêche pas que plus tard, ils peuvent continuer d'évoluer, que peut-être leur adolescence, elle va durer pratiquement jusqu'à 25 ans. Puisqu'on a cette étape maintenant d'adolescence. Mais un jour, ils peuvent tout à fait retrouver un équilibre total à l'âge adulte, mais à une condition qu'ils ne soient pas casés dans une case et qu'au contraire, on puisse accepter qu'ils évoluent avec des différences d'âge, qu'effectivement, peut-être qu'à 15 ans, ils seront mieux en étant encadrés, mais avec des enfants de 10 ans, et que la difficulté pour qu'ils passent à l'âge adulte, c'est que quand ils sont passage à l'âge adulte, les gens de leur âge, ils ont fait leur vie, ils vivent en couple et ils sont plus dans ce processus d'identité de groupe qu'est l'adolescence. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis si vous avez des réflexions à faire, eh bien, j'espère que vous me les mettrez en commentaire. Donc, ça, c'est valable aussi bien cette nécessité de groupe adapté à l'individu, attrapé à son niveau intellectuel d'évolution, aussi bien pour les enfants surdoués. Bon, par exemple, pour les enfants surdoués, il faut qu'ils soient entourés d'adultes pour développer au niveau de leur esprit. C'est pas du tout non plus une bonne chose qu'ils soient avec d'autres enfants. 10 surdoués, hein, parce que des fois ça peut être aussi une meilleure stimulation. Et puis ils peuvent des fois à un moment donné ne plus évoluer. Mais au moment où ils ont besoin d'évoluer, il faut les aider à évoluer. Mais le contact avec les autres enfants, ils peuvent l'avoir dans d'autres domaines où ils seront pas plus performants. Et ce qui a manqué dans la vie de ce petit William, c'est par exemple le sport. Si on l'avait mis, je ne sais pas, à faire du foot régulièrement, au sein de ses autres camarades, il aurait évolué sans être plus doué qu'eux au niveau du foot. Et ça lui aurait permis d'avoir une vie sociale, de sortir en groupe, de rencontrer des filles, de faire sa vie. Hein. Eh bien, de même, c'est pareil pour des enfants qui ont un blocage intellectuel de développement à un moment donné. Eh bien, des fois, peut-être qu'il faut qu'ils soient en groupe avec des enfants plus jeunes, qu'ils soient entourés plus longtemps par des adultes. Mais la difficulté, c'est que quand ils sont
ils arrivent à un âge où ils peuvent devenir adultes, c'est qu'ils puissent être entourés par des adultes, et alors que les ponts finalement ont été coupés de par leur évolution qui a été trop lente. Voilà, bonne journée.